Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le journal de RTI1, bienvenue sur la chaîne qui rassemble. Au Salon international de l'agriculture de Paris, la Côte d'Ivoire avance avec ambition. Au-delà de ses produits, elle expose son expertise, son savoir-faire et sa vision d'une agriculture moderne et compétitive. Recherche, formation, régulation, tout un écosystème mobilisé pour nouer des partenariats stratégiques. On ira sur place à Paris dans ce journal. La Direction générale des impôts dresse le bilan de l'année 2025 et affiche des résultats jugés satisfaisants. À Yamoussoukro, les responsables de l'administration fiscale ont évalué les performances et identifié les leviers d'amélioration. Cap désormais sur 2026 avec des objectifs plus ambitieux et une stratégie de recouvrement optimisée. Le Pakistan a déclaré la guerre ouverte aux autorités talibanes après une offensive afghane à la frontière. En représailles, Islamabad affirme avoir bombardé plusieurs sites, dont Kaboul et Kandahar. Des tirs d'artillerie et des échanges de feu ont été entendus près du poste stratégique de Torkham, ravivant la crainte d'une escalade régionale. Au Salon international de l'agriculture à Paris, la Côte d'Ivoire ne vient pas seulement exposer ses richesses agricoles, elle vient défendre une vision, partager son savoir-faire et tisser des alliances stratégiques dans l'objectif d'attirer de nouveaux partenaires et renforcer la transformation locale. Les institutions ivoiriennes à la conquête donc de nouveaux alliés. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux à Paris, Jean-Luc Bangbo et Adama Kéré. Comme tous les membres de la délégation ivoirienne, ils sont venus chercher des appuis techniques et financiers pour relever le défi d'une agriculture moderne, durable et performante. Au cœur de cette dynamique, le Centre national de recherche agronomique qui met à profit sa participation au Salon de l'agriculture de Paris pour nouer des partenariats techniques et s'adapter aux innovations du secteur. On crée des solutions aux problèmes que les gens posent. Donc cette année, on est vraiment venu pour prendre les contacts avec des institutions qui sont un peu en avance pour établir des partenariats avec des institutions de recherche sœurs qui puissent nous aider à atteindre nos objectifs. Sur le plan de la formation, l'Institut national de formation professionnelle agricole entend renforcer la mobilité des étudiants entre la Côte d'Ivoire et la France. Nous avons multiplié le nombre d'établissements partenaires qui accueillent aujourd'hui nos étudiants, mais qui viennent également en mobilité à Abidjan pour découvrir nos pratiques. Nous avons des échanges de contenus pour améliorer les contenus de formation qui permettent à nos étudiants de monter en puissance et de servir véritablement dans les métiers de l'agriculture. Autre priorité, le stockage et la régulation. L'autorité de régulation du système de récépissé d'entreposage est venue présenter les besoins d'investissement pour faire du système d'entreposage un levier de souveraineté agricole et alimentaire. Aujourd'hui, nous sommes là pour montrer à tout le monde entier sur ce salon les investissements dont on a besoin en termes d'études qui ont été effectuées, études d'impact environnemental et des études de rentabilité. Donc aujourd'hui, on peut dire que la Côte d'Ivoire, pour au moins 10 spéculations, nous sommes à attendre environ 2000 milliards de francs CFA d'investissement pour faire des entrepôts. En Côte d'Ivoire, les pertes post-récolte sont estimées à environ 40 milliards de francs CFA. L'ambition est donc de convaincre les investisseurs d'accompagner ce dispositif pour améliorer la conservation des productions, augmenter les revenus des producteurs et renforcer la sécurité alimentaire. Une démarche essentielle pour bâtir une agriculture plus résiliente, plus compétitive et créatrice de richesses. Et on rentre à Abidjan. La performance économique reste un pilier du développement. La Direction générale des impôts dresse le bilan de l'année 2025. Réunis à Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire, les responsables de l'administration fiscale ont analysé les résultats engrangés. Il s'agit à présent de consolider les acquis et fixer un cap encore plus ambitieux pour 2026. Djedeba Ouattara, RTI Boaké. C'est à Yamoussoukro que la Direction générale des impôts a tenu son séminaire annuel bilan 2025 et objectif 2026 en présence du directeur adjoint de cabinet représentant le ministre de l'économie, des finances et du budget. Au thème de l'année 2025, la DGI affiche des résultats en progression.
Au quatrième trimestre, 1136,9 milliards de francs CFA ont été mobilisés, soit un taux de réalisation de plus de 101%, en hausse par rapport à 2024. Sur l'ensemble de l'année, les recettes s'établissent à 4 897,3 milliards de francs CFA, en augmentation de 647,7 milliards, soit une progression de 15,2% comparée à 2024. À la fin de l'année 2024, nous avions obtenu une moyenne de 9,5 sur 10. Cette année qui vient de s'écouler, 2025, nous avons mieux travaillé puisque la moyenne est de 9,7 sur 10. Pour 2026, l'administration fiscale vise encore plus haut. Pour atteindre ses ambitions, la DGI entend renforcer la digitalisation, diversifier les outils de recouvrement, améliorer la mobilisation des recettes issues de l'économie numérique et accélérer la mise en œuvre de l'annexe fiscale 2026. Le représentant du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget a salué ses performances tout en appelant à maintenir la dynamique. Monsieur le ministre me charge de vous féliciter pour les efforts que vous avez déployés. Il vous engage aussi et surtout à redoubler d'ardeur afin de relever votre niveau de performance au cours de la gestion 2026. Chers participants, il reste essentiel que la DGI continue, en parfaite synergie avec les autres administrations financières, à jouer pleinement le rôle qui est le sien au regard des priorités du gouvernement. Parmi les priorités annoncées, le renforcement du service fiscal, le recouvrement des arriérés d'impôts, l'élargissement de l'assiette fiscale ainsi qu'une meilleure gouvernance interne. Objectif affiché, consolider les acquis et garantir à l'État des ressources suffisantes pour financer les projets de développement. Moderniser l'économie, c'est aussi renforcer l'administration publique. L'École nationale d'administration ouvre ses portes au public pour sa 4e édition, une initiative placée sous le sceau de la transparence et de l'accessibilité. Élèves, étudiants et professionnels sont invités donc à découvrir les mécanismes de formation des futurs au cadre du pays. Reportage signé Dorcas Akishi, Sephora Zegui et Ulrich Thibault. L'ENA, École nationale d'administration, ouvre ses portes au grand public. Longtemps perçue comme une école exigeante et sélective, elle se veut aujourd'hui plus accessible et plus transparente. Une immersion qui change le regard et enrichit les connaissances des visiteurs. J'étais vraiment ignorante. J'ignorais tout de ce qu'on appelait l'ENA. Je me disais qu'il faut être grand, il faut être supérieur pour pouvoir adhérer à ça. Et vraiment, je suis venue et je suis à l'aise. J'ai vraiment les informations qu'il faut. Cette visite a changé la manière de voir mes choses dans la mesure où elle nous permet de voir qu'il n'y a pas seulement la magistrature, il y a aussi l'école de diplomatie et plusieurs autres écoles qui sont là. La plus grande attraction de cette journée, la visite des stands. Plusieurs établissements financiers publics ont exposé sur leurs services et produits. Le contrôle financier a pour mission principale de contrôler la régularité des dépenses de l'État. Vous voyez? Donc quand tu viens, on t'explique ce que le contrôle financier fait exactement. Rapprocher l'administration du citoyen, c'est le fil conducteur de ces journées. L'ambition du gouvernement aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'administration soit l'ami du citoyen, soit proche du citoyen. Et l'École nationale d'administration s'inscrit dans cette droite ligne-là et fait en sorte donc que tous ceux qui s'intéressent à l'École nationale d'administration soient suffisamment et bien informés de ce qui s'y passe et des modalités d'accès. Depuis 2024, l'École nationale d'administration inscrit ses journées portes ouvertes dans son agenda annuel. À sa 4e édition, l'initiative s'impose désormais comme un véritable pont entre l'institution et les populations. On quitte l'école, on quitte l'ENA et venons-en au cadre de vie. À Abobo, des montagnes d'ordures ont laissé place à des rues plus respirables. 300 tonnes de déchets collectés pour redonner dignité et salubrité à toute une commune. Au-delà du nettoyage, c'est un message fort adressé aux populations. Préserver son environnement, c'est protéger sa santé et celle de ses enfants. Davis Oyo nous en dit plus. La rue n'est pas une poubelle. Il faut que chaque citoyen comprenne cela. Ce message est la règle d'or des soldats de la salubrité. Ils sensibilisent commerçants, automobilistes et passants en montrant l'exemple. Rues, voiries, gares et caniveaux sont débarrassés des déchets de toute forme.
Nous sommes à Abobo pour la seconde étape de la campagne de sensibilisation Ville propre initiée par une entreprise de promotion immobilière. La population est très ouverte et nous facilite la tâche dans cette sensibilisation et nous comptons pérenniser cette activité-là et l'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Ici à PK18, les membres de cette initiative citoyenne s'attaquent aux résidus de pneus et autres. Il y a des pneus usés. Voilà, donc cela entraîne la prolifération des moustiques et ça crée des maladies comme le paludisme et le choléra. Donc c'est pour cela que nous sommes ici dans l'optique de faire un nettoyage pour assainir le coin. Dans cette action, plus de 150 pensionnaires du Centre national de service civique de Bembresso y participent. Ça fait partie même des premiers modules dès qu'ils accèdent au centre de service civique de Bembresso. Il y a la discipline, il y a la salubrité. Donc je crois que c'est un complément au niveau de ce que nous sommes en train de faire là-bas. Cette opération d'assainissement touche 4 sites de la ville. Mairie d'Abobo, Abobo Gendarmerie, PK18 et la nouvelle gare. Cette action citoyenne rencontre l'adhésion des populations et de la mairie de la commune d'Abobo. Nous allons pérenniser cette action. Avec nos différents comités locaux d'assainissement, de salubrité et d'hygiène qu'on appelle CLASH. Et donc, rendre la commune d'Abobo propre est une initiative qui concrétise le vœu de Madame le maire. Bilan de l'étape 2 de la campagne de sensibilisation Ville propre, plus de 800 sacs, soit 300 tonnes d'ordures collectées et évacuées. Une promesse tenue, un village transformé. À Lengue-Éolier, le rêve né d'une émission télévisée devient une réalité sanitaire. Grâce à Variétoscope, que vous connaissez bien entendu, et au partenariat avec la fondation Lonassi, un dispensaire sort de terre pour soulager des centaines de familles. Pour ces populations, ce centre médical représente bien plus qu'un bâtiment. C'est l'accès aux soins, l'espoir pour les mères et la sécurité pour les enfants. La remise officielle des clés avec Didier Nguessan. Des salles d'hospitalisation, de consultation et de soins, un hall d'attente, une caisse et des bureaux d'infirmiers et sages-femmes. Voici le centre médical offert par la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI à la commune d'Aboisseau au profit de la population du village de Lengue-Éolier. C'est le super prix de l'émission de vacances Variétoscope 2023 dont le vainqueur était le groupe Amamouembia d'Aboisseau. Je me sens beaucoup honorée, moi et mon groupe, d'avoir permis à la population d'Aboisseau, précisément aux populations de Lengue-Éolier, de bénéficier de ce centre de santé. Je ne fais que dire merci à tous ceux qui se sont mis ensemble pour construire ce centre au nom de la population, pour qu'aujourd'hui nos mères, nos jeunes frères, nos enfants puissent se soigner en toute tranquillité. Une infrastructure sanitaire qui contribue au développement local. De quoi satisfaire les autorités de la région du Sud Comoé. À 5 km d'un centre de santé, c'est loin. Donc nous avons rapproché ce centre de santé-là grâce à la RTI. Cette infrastructure sanitaire est le symbole vivant de ce que peut traduire l'excellence culturelle lorsqu'elle est portée par l'engagement et le talent de nos fils et de nos filles. À travers cette initiative, la RTI démontre qu'elle n'est pas seulement un organe d'information et de communication, ni de divertissement, mais également un acteur engagé du développement social. Le directeur général de la RTI, Jean-Maciel Ado, veut faire du groupe audiovisuel un instrument d'impact social au service des communautés. C'est là toute la beauté d'un concept créé par la RTI. Transformer le talent culturel en impact social réel et durable. La culture devient ainsi un levier de développement. Le divertissement devient un instrument de solidarité. La télévision joue pleinement son rôle de catalyseur de progrès. Financé à 50 millions de francs CFA par la fondation Lonassi, partenaire du groupe RTI, le dispensaire est bâti sur 5000 m². Le reste du terrain, selon le directeur régional de la santé, servira à la construction des logements pour le personnel de santé, notamment la sage-femme et l'infirmière qui ont été présentés à la population. Dans son action gouvernementale, Monsieur le ministre de la Communication a fait des initiatives sociales
un axe important du développement de son département ministériel. Il a entrepris plusieurs actions sociales. La population de Lenguet et Ollier en retour a offert des vivres aux donateurs. Quand la culture devient un levier d'émancipation, les journées de la francophonie 2026 placent la femme au centre des projecteurs. À travers le cinéma, il s'agit de raconter, former, produire et surtout autonomiser. Du renforcement des capacités à la solidarité hospitalière, l'édition 2026 veut transformer les talents féminins en véritables forces économiques. Les précisions avec Diarra Souba Ami, Désiré Afo et Joël Gomez. Chaque 20 mars, la communauté francophone célèbre la Journée internationale de la francophonie. Cette commémoration incarne des valeurs fondamentales, notamment la solidarité, la diversité culturelle, la coopération et le dialogue entre les peuples. Les festivités se tiendront du 11 février au 20 mars prochain, autour du thème international Femmes en francophonie. Au plan national, les réflexions porteront sur femmes et autonomisation en Côte d'Ivoire, avec un accent particulier sur le cinéma. Ces journées se déclineront en plusieurs temps forts. Nous aurons un atelier de montage et de pilotage de projets de type OIF destiné à professionnaliser les porteurs de projets. Ce projet s'adresse en général aux femmes et aux jeunes qui veulent bien se joindre pour qu'elles sachent comment on monte un projet qui est finançable par les bailleurs tels que l'OIF. Nous aurons ensuite les journées du film francophone. Ces journées sont prévues le 3, le 4 et le 5 mars. Il y aura des projections de films à Abidjan. Occasion de démontrer que la francophonie constitue un espace d'expertise, de solidarité et d'opportunité pour les femmes. L'édition 2026 vise à valoriser les talents féminins, à renforcer les compétences techniques, à favoriser l'employabilité, à sensibiliser aux enjeux d'égalité et à promouvoir un leadership féminin durable. À travers ces journées, le gouvernement réaffirme son engagement en faveur de l'égalité du genre et du leadership féminin dans les industries culturelles et créatives. Ce sont près de 4000 personnes qui sont attendues à cette édition. Transformer une idée brillante en un projet solide et finançable, c'est un défi auquel se heurtent de nombreuses femmes de la société civile ivoirienne. Pour les accompagner concrètement, la Commission nationale de la francophonie, en partenariat avec l'AUF, organise à Cocody un atelier intensif de montage et de pilotage de projets. Pendant 2 jours, ces femmes apprennent à structurer, budgétiser et défendre leurs initiatives selon les standards internationaux. Dans cette salle de l'AUF, Agence universitaire de la francophonie à Cocody, l'ambiance est studieuse. 40 femmes, toutes leaders dans leur domaine, sont venues chercher la formule magique pour obtenir des financements internationaux. En 2025, avant-hier là, j'ai postulé, ça n'a pas marché. 2024, j'ai fait, ça n'a pas marché. Donc quand j'ai entendu, j'ai appris qu'il y a formation pour ça, j'ai dit, à moi, lève-toi et va-t'en. Les ONG, c'est le relais des gouvernements. Les ONG, c'est la porte d'entrée aux bailleurs. Donc, une ONG formée, une ONG instruite, avec les nouveaux challenges, c'est toujours bon à prendre. Et pour nous, c'est une réelle opportunité qu'à l'occasion de la journée de la francophonie, on puisse mettre l'accent sur la femme et sur la formation des femmes, pour que les femmes soient assez présentes sur ce marché aussi compétitif. Pour la Commission nationale de la francophonie, l'idée est simple. Donner aux femmes des outils pour que leurs rêves deviennent des projets concrets et surtout finançables. L'OIF a une façon de structurer ses projets. Il faut qu'elles sachent comment. Déjà aller en ligne, où trouver l'information. Nous, on met cette information à leur disposition. Techniquement, comment rentrer les informations dans la plateforme de l'OIF, on va leur apprendre. Et maintenant, ce qui bloque les gens, c'est les questions d'indicateurs. C'est quoi les indicateurs? Sur quoi on va juger de la qualité de leur projet. Donc, c'est tous ces éléments techniques d'expertise qu'il faut qu'on leur donne pour qu'elles soient des femmes qui, lorsqu'elles se lèvent devant n'importe quel bailleur de fonds, elles ont quelque chose qui mobilise des fonds.
Durant 2 jours, ces femmes vont apprendre à budgétiser, à planifier et à convaincre. Une véritable montée en puissance pour le leadership féminin au sein de la société civile ivoirienne. Désormais, elles ne se contentent plus d'espérer, elles se préparent à gagner. C'était un reportage de Sephora Azegui. Et toujours au chapitre de l'engagement social, l'UNICEF a honoré l'ex-préfet de région du Poro pour son action en faveur des enfants. Une reconnaissance internationale pour un engagement local concret dans une région confrontée à de nombreux défis. Ces initiatives ont marqué durablement les communautés. Le compte-rendu d'Ami Traoré et Alassane Oulé à suivre prochainement. Formé par la pratique, s'est préparé à l'excellence. L'Université Polytechnique de San Pedro franchit un cap avec l'ouverture de son hôtel d'application. 52 chambres dédiées à la formation des étudiants en management, hôtellerie et restauration. Un outil pédagogique moderne ouvert également au grand public. Un reportage de Sam Conan, notre correspondant dans la région, à suivre également dans nos prochains journaux. Et pendant ce temps, ailleurs, les tensions s'embrasent. Le Pakistan a déclaré la guerre ouverte aux autorités talibanes après une offensive afghane à la frontière. En représailles, Islamabad affirme avoir frappé Kaboul et Kandahar. Des échanges d'artillerie ont été entendus près du poste stratégique de Torkham, ravivant les craintes d'un conflit régional élargi. Après des mois de relations dégradées, cette escalade militaire fait planer une lourde menace pour la stabilité de la zone. Place au sport. Bienvenue dans notre journal des sports traditionnel. Comme chaque vendredi, donc, Samuel Metch est avec nous. Il nous a rejoint en plateau. Bonjour Samuel. Bonjour Hamza. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Qui est le vôtre chaque vendredi. Nous ouvrons avec la belle opération des éléphants basketteurs au Sénégal. Hein, une première sortie avec un solide Kevin Yebo. Et oui, avec ses 15 points inscrits et 6 rebonds, Kevin Yebo permet à la Côte d'Ivoire de surprendre le Sénégal lors de cette première fenêtre des éliminatoires zone Afrique au niveau du basketball. Les éléphants basketteurs ont battu le Sénégal 90-80. Patrick Dadier nous en donne des détails. Les éléphants basketteurs ont réussi leur entrée face au Lion. Dans le premier carton, les poulains du coach Miguel Oyo dictent le loi aux Sénégalais. 28 paniers contre 14. Le stade Marius Ndiaye, acquis à la cause de l'équipe locale, pousse les Lions à refaire surface dans les 2 cartons suivants, 23-20 et 25-18. Et cela grâce à Ousmane Ndiaye et Gora Kamara qui marquent des paniers utiles. La Côte d'Ivoire s'arme à nouveau de détermination, de rigueur et de courage pour renverser la vapeur dans le 4e et dernier carton. Score final 90-80. Kevin Yebo, 2,07 m, venu du championnat allemand, auteur de 25 points. Jean-Philippe et Assemian Moulari, 12 points chacun, se distinguent. Avec cette précieuse victoire, la Côte d'Ivoire affrontera ce samedi à 18 h la République démocratique du Congo, vainqueur de Madagascar, 87-79. C'est un gaillard, Kevin Yebo, 2,07 m. Et oui, en tout cas, un athlète que la Côte d'Ivoire est fière d'avoir parce qu'il nous permet justement de prendre beaucoup de paniers au niveau des rebonds et puis aussi de scorer beaucoup. En tout cas, il est assez précieux pour l'équipe. Joli match, jolie victoire. Malheureusement, les téléspectateurs n'ont pas pu voir ce match, mais le groupe RTI compte bien se rattraper sur les affiches à venir. Et oui, Hamza Diaby, la RTI, à travers la direction des sports TV, présente ses sincères excuses aux amoureux du basketball qui, malheureusement, hier ont attendu longtemps et n'ont pas pu voir ce match des éléphants face au Sénégal sur la 3 pour des raisons techniques. Et il faut le savoir, nos techniciens sont à pied d'œuvre afin que les prochains rendez-vous soient bien visibles en direct de la 3. Samedi 28 février prochain à 18 h GMT, nous aurons Côte d'Ivoire RDC. Pour l'instant, au classement, la Côte d'Ivoire est en tête de son groupe, suivi de la RDC. Donc, ce sera un match entre le premier et deuxième de la poule. Et puis le dimanche 1er mars, nous aurons à 18 h GMT, toujours en direct de la 3, le match Madagascar-Côte d'Ivoire. Il faut le savoir, la Côte d'Ivoire veut, pour son objectif, faire du 3 sur 3, remporter ces 3 matchs pour s'assurer une qualification pour le prochain mondial.
Et c'est cela. Quittons le parquet à présent, Samuel Metch. On va quitter le parquet pour rejoindre la pelouse avec les préparatifs de la CAN féminine de 2026 qui va se dérouler au Maroc. Va se tenir au Maroc. Et la Côte d'Ivoire, comme toutes les autres nations qualifiées, prépare activement ce rendez-vous. En tout cas, c'est un rendez-vous très très important qui va se tenir donc du 17 mars au 3 avril prochain au Maroc. La CAN féminine donc s'annonce très bien. Les Éléphantes a donc été hier jeudi au terrain du lycée technique de Cocody pour leur préparation en vue des matchs amicaux contre le Bénin et également donc un match contre le Kenya. Véronique Conan était avec les filles. Voyons l'ambiance. Après leur qualification pour la CAN féminine Maroc 2026, le staff technique de l'équipe nationale féminine intensifie ses séances d'entraînement en vue d'aborder avec sérénité la compétition. C'est dans cette optique que des matchs amicaux ont été planifiés pour évaluer leur performance. Déjà, il n'y a pas de petits matchs, il n'y a pas de petites équipes. Toutes les équipes sont à prendre en compte et je pense qu'on va bien discuter ces deux matchs. Nous avons à cœur de revêtir l'image que nous avons donnée au peuple et à nos supporters. Donc voilà, nous avons un esprit revanchard. Bien sûr, il ne faut pas oublier que ce sont des matchs de préparation qui vont nous aider à mieux préparer notre CAN. Et nous avons à cœur de donner une autre image à nos supporters et au peuple. Pour mieux peaufiner leurs âmes, Reynald Pedros et son équipe sont au labo avec un objectif, remporter la CAN. La première étape déjà, c'est de préparer ces deux matchs de préparation contre le Bénin et contre le Kenya pour valider le travail qu'on a fait. Après, dans un deuxième temps, on va aller au Maroc pour préparer ce troisième match contre le Ghana qui est bien sûr un cran au-dessus encore. Il faut avoir beaucoup de confiance sur les prochains matchs qu'on va avoir et si on arrive avec beaucoup de confiance et de détermination sur notre premier match contre le Burkina, alors là on aura fait du bon boulot et puis après on entamera cette phase de poule avec beaucoup de détermination. Alors Samuel Metch, à ce qu'on voit, toutes les nations prennent à cœur, prennent au sérieux ces derniers jours de préparation. Et oui, ces derniers jours de préparation sont assez importants parce que ça permet au staff justement de renforcer les automatismes donc, dans les différentes équipes et les différents staffs, surtout évaluer l'état de forme également des équipes et puis donc naturellement passer en revue les choix tactiques pour être plus performants donc, au Maroc du 17 mars au 3 avril prochain. Il faut le savoir, la Côte d'Ivoire est dans le groupe B. Et quel est le programme justement? Le programme des Éléphantes, c'est Côte d'Ivoire-Bénin, donc à 17h GMT, le samedi 28, donc demain, à partir de 17h GMT au stade Félix Houphouët-Boigny, un match à ne pas rater. Il faudra venir donc nombreux suivre ce match et surtout soutenir les Éléphantes. Et puis on aura le mercredi 4 mars prochain, Côte d'Ivoire-Kenya, à 19h GMT au stade international Alassane Ouattara d'Ebimpe. Et on va terminer ce journal, Samuel Metch, avec l'ONS du DG Ousmane Gbané qui a défini pour 2026 son plan d'action stratégique. Et oui, l'atelier bilan 2025 et perspective 2026 de l'Office national des sports ONS s'est tenu du 24 au 25 février dernier. Le point complet avec Esso Jean-Silver. Après 2 jours d'intense réflexion, les participants se sont retrouvés en plénière pour la présentation des résultats de leurs réflexions autour de 4 axes. Le renforcement des activités de communication et la promotion de l'ONS, l'exploitation des infrastructures, le renforcement des capacités de l'ONS et le développement de l'offre d'infrastructures sportives adaptées. Ça a été un bel exercice avec une participation assidue, des présentations hyper satisfaisantes. Et aujourd'hui, nous partons du bon pied pour l'exercice 2026. Pour ce qui concerne les constructions et les réhabilitations, ce suivi est opéré par la direction des infrastructures, de l'équipement et du matériel. Et pour tout ce qui concerne les financements, le suivi est fait par les structures du ministère du budget et des finances, notamment le contrôle budgétaire et accessoirement l'agence comptable. Ce séminaire a réuni 65 participants, essentiellement des membres du cabinet en charge des sports, du conseil de gestion, de l'inspection générale des sports, de la direction générale, de l'agence comptable et des chefs de service.
Fin donc de ce JT des Sports. Merci Samuel. Mais avant, cet après-midi, je crois qu'il y a un match comptant pour les préparatifs de la CAN féminine. Il faut le savoir, le Maroc, pays hôte, Hamza Diaby donc, reçoit le Burkina Faso qui est d'ailleurs dans notre poule. Donc c'est un match assez intéressant qui va se tenir donc, à Rabat. Maroc-Burkina Faso, très très important. On pourra également voir ce que... Qui part favori? Le Maroc, normalement, qui après plusieurs échecs en finale, voudrait avoir un bien meilleur visage. Et le Maroc, face au Burkina, c'est le Maroc qui part favori. C'est un match amical. Merci beaucoup, Samuel. Merci. D'être avec nous tous les vendredis. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Et à demain samedi, toujours sur la chaîne qui rassemble.